Peut-on faire un bilan sur 2017 et y a-t-il des contrastes ? 2017, c'est l'année du rebond. En fait, on a fait davantage encore, à mon avis, qu'en 2015. On attend les bilans. Je pense qu'on sera autour de 88 à 89 millions de visiteurs internationaux. Le marché domestique a été très dynamique aussi. Et finalement, tout le monde a progressé partout en France. Alors, le contraste existe toujours. On a un peu l'impression d'avoir des sites et des villes surfréquentées et d'autres sous-fréquentées par rapport au potentiel de la nature, du patrimoine, de la culture, de l'identité de la région. Ça nous renvoie à la question de l'offre, en fait. Cette année 2017 révèle nos potentiels de marché. Hein. On a des croissances très très fortes sur les marchés lointains, à 2 chiffres. Retour des Russes, croissance à 2 chiffres. Retour des Japonais, croissance à 2 chiffres. Des Chinois, les Brésiliens, Sud-Américains, en croissance forte. Bon résultat sur l'Europe, mais ça révèle surtout qu'on a des limites du côté de notre offre. Pas suffisamment d'hôtels dans certains sites, dans certaines régions. A-t-on une adéquation entre l'offre et la demande, et les offres alternatives sont-elles nécessaires dans le paysage actuel ? Alors, d'une part, le tourisme est une économie de l'offre. C'est pas une économie de la demande. On peut créer avec du talent, avec de l'audace, avec des innovations, une offre un peu en rupture et créer un marché. Ça s'est vu partout dans le monde. On voit qu'il faut investir dans les infrastructures, singulièrement le transport, la connectivité aérienne. C'est une économie de l'offre. Maintenant, c'est vrai que le marché change. Le locatif se porte extrêmement bien. C'est pas nouveau, hein, parce qu'il ne faut pas confondre le sujet des plateformes, qui est un sujet en soi, et le sujet du locatif qui a toujours existé en France, avec un patrimoine de petites villes, de villages. C'est un pays rural, de campagne, de belles campagnes, et on a un beau bâti, on a des belles maisons, et donc elles sont louées 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis elles sont achetées. On voit certains de nos visiteurs européens, même américains, qui achètent des maisons, et qui les louent à leurs compatriotes ou à d'autres. Donc c'est une dynamique qu'on connaît depuis longtemps. Ça laisse une belle place à l'hôtellerie quand même. Hein. Moi, je le sais. Chaque fois qu'on réinvestit dans l'hôtellerie, qu'on réinvestit pour rénover ou qu'on investit dans des nouveaux projets, on a des résultats. Pourquoi ? D'abord, la dynamique locative peut recréer une destination. On l'a vu à Arles, où en gros le locatif est passé en 5 ou 6 ans de 200 offres à 900. L'hôtellerie allait mal, puis l'hôtellerie a fait un rebond, avec des réinvestissements, des nouveaux hôtels, des très belles adresses. Donc le locatif n'est pas forcément l'ennemi de l'hôtellerie. C'est non seulement une complémentarité, mais c'est un moyen de relancer quelquefois l'investissement dans une destination. C'est peut-être une locomotive. Ensuite, sur les grands événements, par exemple, moi j'ai participé à la constitution des dossiers de candidature de la Ryder Cup, des JO, de l'exposition universelle de la Coupe du Monde de rugby. Les jurys internationaux, CIO et autres, nous demandent des éléments sur le patrimoine et l'investissement hôtelier. Le témoin, la preuve qu'on sera capable de recevoir, c'est d'abord l'hôtellerie. C'est vrai aussi pour les grands congrès, etc. Donc l'hôtellerie a un très très beau potentiel et de très, très, très beaux jours devant elle. Toujours sur 2017, quels sont les grands pays émetteurs au bénéfice de la France, et en France les destinations les plus dynamiques ou émergentes peut-être ? Le rebond principal pour moi, ce sont les Russes, où on a une augmentation de plus de 30%. Viennent ensuite les Japonais. C'était extrêmement important dans un marché mondial où tout le monde s'observe. C'est un village mondial, l'industrie touristique. Hein. Elle est mondiale et tout le monde s'observe, tout le monde se connaît. C'était important de montrer que le marché japonais, qui était le plus réticent, le plus sensible aux événements tragiques qu'on a connus en 2015, rebondissait si vite. Donc ça, c'est quand même un signe très très fort. Satisfaction du côté des Chinois, et avec un développement de la clientèle indienne qu'on n'attendait pas il y a 4 ou 5 ans, qui se situe autour de 600 à 700 000 arrivés, avec des plus 20%. J'ai une satisfaction du côté des marchés européens. En Allemagne, pour la première fois, après 6 années de baisse, on a une année de hausse. Et les destinations gagnantes sur la France ? Les destinations, d'abord les villes.
Les villes se portent extrêmement bien. Grandes agglomérations et villes d'art, d'histoire, de patrimoine. C'est vrai j'ai parlé de Arles, c'est vrai pour Aix, mais évidemment Bordeaux, Le Havre a connu une année exceptionnelle. Le Havre a su investir dans un événement très fort, hein, un peu à l'image de ce qui avait été fait à Nantes avec le voyage à Nantes. Donc les villes, ça se confirme, hein, c'est la destination principale pour les marchés mondiaux. Elles sont souvent des marques mondiales, hein, comme Bordeaux. La belle campagne, avec des identités fortes, Provence, Périgord, Alsace, etc. Ce sont des gagnants. Est-ce que ce sont ces destinations qui vont apporter la dynamique pour atteindre les 100 millions de touristes pour 2020 ? Oui, il ne faut pas seulement être bon là où on l'est traditionnellement et où il y a des risques de surfréquentation. Il faut être bon là où on a un vrai potentiel, mais il faut transformer les territoires en destination. Un seul investissement dans un hôtel seulement ne suffit pas. Il faut une destination autour, connectivité, transport, activités de loisirs, véloroute par exemple, qui sont de plus en plus demandées, événements culturels. Il faut que les gens vivent une expérience extraordinaire, des bonnes adresses de restaurants, d'hôtels, tout ça. Mais il faut créer la destination, il y a une dynamique d'investissement, et s'il manque un chaînon dans l'expérience du séjour, la destination ne sera pas au rendez-vous. Donc on a un gros effort à faire dans l'investissement. Si la culture fait partie intégrante du tourisme, comment la valorise-t-on en France ? La majeure partie de la croissance mondiale du tourisme, qui est à 85% par an depuis 15 ans, ce sont des citadins qui vont dans les villes, et la motivation principale, c'est la culture. Donc ce qui porte la croissance mondiale du tourisme, c'est la culture, au sens large. Patrimoine, musée, événements, mais aussi art de vivre. Hein. Une bonne adresse, l'artisan d'art, savoir-faire, etc. Donc, ça, il faut l'avoir en tête. Et on a le patrimoine, nous, en face. Il faut investir, rénover, faire des partenariats publics-privés. Il faut qu'on trouve de l'hôtellerie dans du patrimoine, des lieux d'événements. Il faut créer des expositions, des événements culturels, des festivals, on en a. Il faut les valoriser. Et puis, il faut que les gens vivent une expérience d'accueil qui est exceptionnelle. Aujourd'hui, à Aix-en-Provence, au Festival d'Art Lyrique, les gens sont demandeurs aussi de bons hôtels, de bons restaurants. Le festivalier mange bien. Et les producteurs, d'ailleurs, je connais un peu ce monde de la culture, les producteurs de grands spectacles lyriques, classiques, jazz, etc., vérifient qu'autour, les artistes qu'ils vont inviter vont vivre une belle expérience aussi. Ils seront bien accueillis. Est-ce que la culture, en définitive, n'est pas réservée à une clientèle élitiste, érudite ? Oui et non, parce que le patrimoine culturel s'ouvre. On a de plus en plus de visiteurs, de voyageurs, quelle que soit la classe sociale qui s'intéresse à la culture, aux événements, à la musique, etc. On le voit, le succès très très populaire des grandes expositions, hein. C'est un succès populaire. Les jeunes générations s'y intéressent. Donc on voit qu'on a un potentiel qui va au-delà des élites. Hein. Tant mieux d'ailleurs. Comment s'inscrivent les perspectives de 2018 par rapport à des années comme 2017 ou 2015 ? Alors, au minimum dans la tendance de 2017, mais je pense qu'on aura une hausse encore. On aura une hausse parce que la France est bien portée. Le pays et la destination ont une très bonne image en ce moment. Par contraste avec d'autres, hein. La dimension politique compte beaucoup. Le président de la République nous aide, son image nous aide. Et puis on a investi beaucoup pour nous, notre part. Songez qu'en 2017, on a investi 19 millions d'euros de plus dans les actions de promotion. Ça veut dire 300 campagnes de communication digitale et tout média sur 40 marchés. Donc on va continuer l'effort en 2018. Là, je vois que les premiers chiffres tombent, ils sont très satisfaisants. Les perspectives des arrivées internationales aériennes sont très bonnes. Donc, on est dans une tendance excellente. Également sur le tourisme d'affaires qui compte beaucoup. Hein. Là, on a eu un petit décalage sur le tourisme d'affaires par rapport au tourisme d'agrément en 2017. Il était un peu plus en difficulté. Il a eu un peu plus de mal que le tourisme d'agrément à rebondir. Mais ça sera le cas en 2018. Donc 2018 franchira le seuil des 90 millions ? En 2018, oui, j'en suis sûr.
Comment est-ce que sont anticipés, préparés ces grands événements en termes d'infrastructure, en termes d'investissement? D'abord, il y a une mobilisation très très forte des pouvoirs publics, l'État, la ville de Paris, la région, tous les services de l'État sont mobilisés. L'équipe est en train de se constituer, mais naturellement, c'est une très très belle opportunité pour réinvestir dans les infrastructures, rénover, dans les transports, etc. Normalement, en 2024, ce qu'on attendait tous sera réalisé, le CDG Express. Bon, c'est parti. Donc on va enfin avoir notre CDG Express. Bon, bref, c'est un booster pour l'investissement dans les infrastructures. C'est une mobilisation des acteurs privés aussi, des entreprises, pour être à la hauteur de l'événement. La qualité de l'accueil, beaucoup d'innovations sont prévues d'ailleurs. Donc nous serons au rendez-vous, ça c'est sûr. On aura donc une première échéance en 2020 et ensuite d'autres échéances 2023, 2024. J'ai une formule, j'aime bien le sport d'équipe, particulièrement le football, mais aussi le rugby. Il faut jouer tous les matchs. Il faut toujours dire aux équipes, le match qui vient, c'est le plus important. Donc je joue 2018, dans la perspective de 2020, de 2024, etc. En 2018, on a un programme concernant les Jeux Olympiques. En 2018, on a la Ryder Cup. On a un grand match à jouer en 2018, il faut le gagner. Voilà. Qui, au moins pour 2018, mettra l'éclairage sur le sud-ouest? Il faut mettre l'éclairage un peu partout. Hein. Parce il y a d'autres événements qui arrivent. En 2019, on aura l'anniversaire de la Renaissance, l'année de la Renaissance, particulièrement dans la région Val-de-Loire, centre Val-de-Loire. Pour nous, ça va être très très important. Il faut qu'on communique dans le monde entier sur nos châteaux, une culture, une façon de concevoir la vie. Aussi, la Renaissance, il y a beaucoup à dire. Chaque année est donc un nouveau challenge. Moi, vous savez, je reprends ma métaphore de football. On gagne le championnat que si on gagne tous les matchs. Donc on a un match à gagner en 2018. J'ai un programme déjà en 2019. Et puis 2020, ça sera plus facile si on fait 2 grandes années, 2018-2019. Christian Mantéi, un grand merci.